Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouveau chapitre qui concerne l'énergie potentielle électrostatique. Je vous propose ici le cours plus un exercice avec sa solution. Alors, le premier paragraphe concerne le travail d'une force électrostatique dans un champ électrostatique uniforme. Alors, nous considérons une particule portant une charge négative Q en mouvement dans un champ électrostatique uniforme. Vous savez que l'on peut créer un champ électrostatique uniforme tout simplement en prenant deux plaques et en les reliant à deux plaques parallèles, conductrices bien sûr, et en les reliant à un générateur. Donc, nous avons ici deux plaques parallèles qui sont reliées à un générateur entre lesquels va régner un champ électrostatique uniforme. Nous avons vu dans le chapitre précédent que le champ électrostatique, que le vecteur champ électrostatique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc ici, de la plaque positive, que je mets entre guillemets, vers la plaque négative. Et comme la charge Q est négative, la force électrostatique exercée sur cette charge, F, qui a pour expression vecteur F égale Q vecteur E, fois vecteur E, puisque Q est négative, F sera de sens contraire, aura un sens contraire à celui de E. Donc si un électron pénètre, ou si une particule négative, chargée négativement pénètre en un point A, elle va sortir en un point B puisque sa trajectoire va être déviée vers le haut, sous l'action de la force F. Alors l'expression du travail d'une force constante que vous avez étudiée en début de cette année, il est égal au produit scalaire F AB, vecteur F fois vecteur AB. Et la force électrostatique, ici, elle est constante, car le vecteur E est constant. Donc nous pouvons écrire que le travail de la force électrostatique est égal à F fois AB. Or, F est égal à QE, donc nous obtenons QEAB. Je vous rappelle une relation que nous avions vue dans le chapitre précédent, à savoir le produit scalaire EAB est égal à VA moins VB. C'est la différence de potentiel entre le point A et le point B. Donc finalement, nous pouvons écrire que le travail de la force électrostatique F entre le point A et le point B, cette force qui est exercée sur une charge, sur une particule portant une charge Q, j'utilise un abus de langage, donc je dirais sur une charge Q, est égale à Q VA moins VB, c'est-à-dire QUAB. Alors si vous vous souvenez, nous avions dit dans le chapitre précédent que cette relation-là n'était valable que dans un champ électrostatique uniforme. Celle-ci est valable même si le champ électrostatique n'est pas uniforme. C'est une relation générale, contrairement à la précédente. Donc dans ce paragraphe, nous avons établi l'expression du travail de la force électrostatique F exercée sur une particule portant une charge Q entre deux points A et B, c'est QVA moins VB, c'est-à-dire QUAB. Nous allons essayer dans ce paragraphe de
nous allons essayer de définir l'énergie potentielle électrostatique. Alors, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique à cette particule entre le point A et le point B. Vous connaissez bien sûr le théorème de l'énergie cinétique. C'est la variation de l'énergie cinétique entre deux points, entre deux positions, est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures exercées sur le corps entre les deux positions. Donc ici, comme je viens de le dire, nous appliquons le théorème de l'énergie cinétique à la particule portant la charge négative Q entre A et B. Alors cette particule, elle est soumise à deux forces. Il y a la force électrostatique, mais il y a aussi son poids. Donc il y a son poids P et la force électrostatique F. Alors dans notre étude, nous allons négliger le poids de la particule devant la force électrostatique. C'est-à-dire que nous allons considérer que la particule est soumise uniquement à la force électrostatique F. Une question s'impose ici, est-ce que cela est justifié? En d'autres termes, avons-nous le droit de négliger le poids? Alors je vais prendre un exemple. Nous allons considérer par exemple le cas d'un électron. La charge de l'électron, comme vous le savez, c'est moins E, moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Sa masse, c'est 9,11 10 puissance moins 31 kg. L'accélération de la pesanteur, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Et je considère le cas d'un champ électrostatique de 500 volts par mètre. Cette norme du champ, cette valeur du champ électrostatique n'est pas énorme, n'est pas très grande. Je vous rappelle que E est égal à U sur D, où U est la différence de potentiel entre les deux plaques et D la distance entre les deux plaques. Alors pour avoir ceci, il suffit que je prenne une tension de 5 volts, d'accord, et une distance de 1 cm par exemple, ou disons même une tension de 50 volts et une distance entre les deux plaques de 10 cm. Ça va me faire 50 sur 10 puissance moins 1, ça va me faire 500. Donc ce n'est pas une valeur énorme. Ceci étant dit, calculons les intensités de la force électrostatique et du poids. Alors l'intensité de la force électrostatique, comme nous le savons, c'est la valeur absolue de la charge fois E. Ça va nous donner ici 8 10 puissance moins 17 newtons. Pour le poids, c'est mg bien sûr, vous le savez, ça nous donne environ 9 10 puissance moins 30 newtons. Alors nous allons faire le rapport F sur P. Le rapport F sur P, ça nous donne 9, à peu près 9 10 puissance 12. Ce qui est énorme. 9 10 puissance 12, c'est 9000 milliards. 9000 milliards. C'est beaucoup. Ce qui justifie le choix que nous avons fait, c'est de négliger le poids de la particule devant la force électrostatique. Donc ce choix est vraiment justifié et nous allons considérer donc que la particule n'est soumise qu'à l'action de la force électrostatique. Donc nous appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B et nous écrivons donc que la variation de l'énergie cinétique delta EC est égale au travail de la force
électrostatique. Donc, la variation de l'énergie cinétique, c'est 1/2 mVb au carré moins 1/2 mVa au carré. Le travail de la force électrostatique, nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, c'est QVA moins VB. Je vais rassembler du même côté les grandeurs qui concernent le point B et les grandeurs qui concernent le point A. Nous obtenons donc, avant de faire ça, bien sûr, c'est QVA moins QVB. Alors, nous obtenons donc 1/2 mVb au carré plus QVB est égal à 1/2 mVa au carré plus QVA. C'est-à-dire ECB, l'énergie cinétique en B, plus QVB égale ECA plus QVA. ECB, c'est l'énergie cinétique, c'est une énergie. Donc QVB est aussi une énergie. Vous savez qu'on ne peut pas additionner, par exemple, une énergie et une température. Comme on ne peut pas additionner une longueur et une surface. Ce n'est pas acceptable. Donc, QVB est une énergie. Et QVA, c'est une énergie. QVB, c'est une énergie qui correspond au point A et au point B, pardon. QVB est une énergie qui correspond au point B et QVA est une énergie qui correspond au point A. J'espère que cela vous rappelle une relation analogue que vous aviez obtenue en étudiant l'énergie potentielle de pesanteur. Alors de la même manière, là, nous allons définir l'énergie potentielle électrostatique par l'expression EPE est égal à QV en un point donné. EPE égale QV plus une constante de C. La constante C est une constante qui dépend des conditions initiales, c'est-à-dire du point où on choisit par exemple le potentiel comme étant égal à 0. EPE, c'est QV plus C. Donc EPE en A, c'est QVA plus C. EPE en B, c'est QVB plus C. Et comme c'est une énergie, son unité sera le joule, bien sûr. Dans le système international, l'unité de l'énergie et du travail, c'est le joule. Alors nous allons dans ce paragraphe essayer de trouver la relation entre le travail de la force électrostatique et la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Alors la variation de l'énergie potentielle électrostatique entre deux points A et B, c'est EPE en B moins EPE en A. Donc, c'est QVB plus C moins QVA plus C. Alors, nous avons plus C moins C, ça nous donnera 0. Et nous allons obtenir finalement delta EPE égale QVB moins QVA. Rappelons-nous que le travail de la force électrostatique, c'est QVA moins QVB. C'est QVA moins VB, c'est-à-dire c'est QVA moins QVB. Alors la relation entre les deux grandeurs, elle apparaît nettement. C'est que delta EPE est égal à l'opposé du travail de la force électrostatique.
Nous allons parler maintenant de la conservation de l'énergie totale de la particule. Nous avions obtenu dans le paragraphe 2, nous avions obtenu la relation ECB plus QVB égale ECA plus QVA. D'accord? Si j'ajoute plus C à droite et plus C à gauche, je vais avoir QVB plus C et QVA plus C. C'est-à-dire EPE en B et EPE en A. Donc j'aurai ECB plus EPEB égale ECA plus EPEA. Là, nous voyons là que nous obtenons la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle électrostatique. Et que cette somme, elle a la même valeur en A ou en B. C'est-à-dire que je pourrais écrire ET en B égale ET en A. Alors cette somme, cette énergie ET, qui est égale à la somme de l'énergie cinétique plus la somme de l'énergie potentielle, c'est ce qu'on appelle l'énergie totale de la particule. Et comme elle a la même valeur en A et en B, on peut généraliser et dire qu'elle est constante. Donc nous disons que l'énergie totale de la particule, ET qui est égale à EC plus EPE, qu'elle se conserve. Cette énergie totale se conserve. Je fais encore une analogie avec l'énergie potentielle de pesanteur. Vous aviez vu que lorsqu'un corps n'est soumis qu'à l'action de son poids, son énergie totale, c'est ce que nous avions appelé énergie mécanique. Son énergie mécanique, qui est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, cette énergie mécanique se conserve. Elle est constante dans le cas où le corps n'est soumis qu'à l'action de son poids. De la même manière ici, si un corps chargé, une particule chargée, n'est soumise qu'à l'action de la force électrostatique, eh bien, son énergie totale se conserve. Et nous disons que la force électrostatique est une force conservative. C'est une force conservative, comme on avait dit la même chose pour le poids. Le poids aussi est une force conservative. Dans le cas, lorsqu'on parle d'énergie mécanique. Donc, la force électrostatique F est une force conservative. Ceci étant dit, nous allons introduire ici une nouvelle unité d'énergie. Bon. Considérons le cas d'une charge Q qui est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. C'est la charge électrique élémentaire et qui va se déplacer d'un point A à un point B tel que la différence de potentiel est égale à 1 volt. La variation de son énergie cinétique, c'est le travail de la force électrostatique qui est égal à QVA moins VB. Donc c'est 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 1. Ça nous donne 1,6 10 puissance moins 19 joules. 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, c'est la charge électrique élémentaire. Donc je peux écrire que Q est égal à 1 E. E, c'est la charge électrique élémentaire. VA moins VB est égal à 1 volt. Donc, je vais avoir delta EC est égal à 1 électron-volt, 1 EV. C'est ce qu'on appelle
l'électron-volt. Et vous voyez que 1 électron-volt est égal à 1,610 puissance moins 19 joules. C'est une unité d'énergie, vous l'utiliserez beaucoup l'année prochaine dans la partie où vous étudierez les transformations nucléaires. Et cette unité d'énergie est définie comme étant l'énergie cinétique acquise par un électron accéléré depuis le repos par une différence de potentiel d'1 volt. Les choses à retenir de ce cours-là sont les suivantes. Le travail de la force électrostatique F exercé sur une particule portant une charge Q entre deux points A et B est tout simplement égal à Q VA moins VB, c'est-à-dire QU A. L'expression de l'énergie potentielle électrostatique en un point donné est définie par la relation EPE égale QV plus C, où C est une constante qui dépend des conditions initiales. La variation de l'énergie potentielle électrostatique entre deux points A et B est égale à l'opposé du travail de la force électrostatique entre ces deux points. C'est-à-dire delta EPE égale moins l'opposé, moins le travail de F de A à B, entre A et B. L'énergie totale de la particule se conserve. Cette énergie totale, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle électrostatique. Ce qui conduit à dire que la force électrostatique F est une force conservative et non conservatrice. Le mot conservatrice a un autre sens. Une dernière chose, c'est l'électron-volt est une unité d'énergie et un électron-volt est égal à 1,610 puissance moins 19 joules. Ceci termine le cours. Bien sûr, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous arrêtez la vidéo quand c'est nécessaire, vous prenez des notes, vous faites votre fiche, vous pouvez revenir en arrière pour revoir une démonstration ou un raisonnement. Et ce n'est qu'après avoir fait ça que vous pouvez passer aux exercices. Alors pour ma part, je vais continuer. Voici un exercice. Voici l'énoncé et les données en bas. Voilà, vous avez l'énoncé devant vous. Alors je vous invite, comme je l'ai dit auparavant, à vous arrêter là, à prendre du papier, une feuille, un cahier, ce que vous voulez, de quoi écrire et à commencer à essayer de résoudre cet exercice. N'allez pas voir la solution avant d'avoir essayé et d'avoir donné le temps nécessaire à la résolution de cet exercice. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne servira absolument à rien. Dans 2-3 jours, vous oublierez tout. D'accord? Voilà. Alors, vous devriez vous arrêter là. Vous arrêtez maintenant sur cette page-là, sur cette image-là et travailler l'exercice. Mais avant cela, il faudrait avoir fait
avoir bien vu le cours, l'avoir bien compris, l'avoir bien saisi. Bon, alors je vais donner la solution, mais avant, on ne fait pas les exercices comme ça, il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie à suivre pour faire les exercices. Il y a des prérequis, il y a des choses à faire avant de commencer à répondre. Surtout pas, ne faites surtout pas ce que font pas mal d'élèves. Il lit la première question, il répond, il lit la deuxième question, il essaie d'y répondre, etc. Et souvent ça coince. Souvent ça coince. Alors, avant de vous attaquer aux exercices, il faut d'abord, premièrement, bien réviser son cours. Et lorsqu'on dit bien réviser son cours, ça suppose qu'on a tout compris et qu'on a fait une fiche résumée que nous avons à côté de nous. Nous avons devant nous sur notre table de travail. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, il faut lire l'énoncé de l'exercice au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et le lire en entier. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, il faut déterminer les informations importantes dans l'énoncé, à savoir les expressions clés, les consignes, les données, etc. Il faut les souligner ou les surligner ou les colorer, vous faites ce que vous voulez, mais il faut bien les déterminer et les mettre en avant. C'est très important. S'il y a un schéma ou un graphique dans l'énoncé, il faut bien le comprendre, il faut bien l'analyser et bien le relier aux données et à l'énoncé en général. Ça, c'est la quatrième règle. La cinquième règle, c'est essayer de relier les expressions clés, ce qui est important dans l'énoncé, avec la partie ou les parties du cours de physique, bien sûr, et pas nécessairement le cours de cette année. Vous pouvez avoir besoin de certaines parties du cours de l'année précédente. Donc il faut bien relier là où les parties, relier l'énoncé ou les parties de l'énoncé, les parties importantes, avec le ou les parties du cours de cette année ou de l'année précédente. Donc il faut les relier au théorème, aux lois, aux principes, etc. que vous avez étudiés avant. Ce n'est qu'après avoir fait ce travail-là que l'on commence à répondre aux questions. C'est le travail final. Et si vous faites ça, vous verrez que vous allez répondre très rapidement. Et si vous vous habituez à faire ça, vous allez de plus en plus travailler plus vite et répondre plus vite, mais de manière rigoureuse, de manière juste, de manière méthodique. Alors, nous allons voir ensemble cet énoncé-là et essayer d'appliquer ce que je viens de dire très rapidement. Je vous invite bien sûr avant de faire ça à noter ce que je viens de dire, à noter ces règles et à les mettre devant vous, à les placer devant vous et à y recourir à chaque fois que vous allez faire des exercices. Bon, alors si nous lisons l'énoncé, un électron pénètre sans vitesse initiale par le trou K. Ça c'est très important. Ça signifie que la vitesse en K est égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est une expression qui va me servir après.
Alors, dans un champ électrostatique créé par la tension UTK appliquée entre les plaques verticales K et T. D'accord? Ensuite, nous lisons « Aucune tension n'est appliquée entre T et O ». Alors, ce que je viens de souligner, qu'est-ce que cela implique? Puisqu'il n'y a pas de tension entre T et O, ça veut dire que le champ électrostatique entre T et O est nul. Cela veut dire que la force électrostatique entre T et O est nulle. D'accord? Alors qu'entre les deux plaques horizontales P et P', on applique une tension UPP' est égale à 10 volts. Ça, c'est une donnée dont nous aurons besoin dans l'exercice. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'expression de la vitesse de l'électron Vt au point T. Bon, nous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, donc il faut que l'on connaisse le théorème de l'énergie cinétique. Et c'est pratiquement le cas de tout le monde. Bon. Et pour déterminer l'expression de la vitesse, il faut connaître l'expression du travail de la force électrostatique. Car qui dit appliquer le théorème d'énergie cinétique dit travail de la force électrostatique. Quelle est la valeur de la tension UTK qu'il faudrait appliquer pour avoir Vt égale 5930 km seconde moins 1? Ça, c'est une donnée importante que nous utiliserons bien sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire attention à l'unité. L'unité est exprimée en kilomètres par seconde, alors que l'unité internationale, dans le système international de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Donc dans les calculs, il faudra faire attention. C'est en mètres par seconde. Donc il faut convertir. Calculer la variation de l'énergie potentielle de l'énergie la variation de l'énergie potentielle électrostatique de l'électron entre K et T. Il faut connaître l'expression de EPE, de l'énergie potentielle électrostatique. Montrer que le mouvement de l'électron entre T et O est un mouvement rectiligne uniforme. Nous avons une donnée en haut importante qui nous dit qu'aucune tension n'est appliquée entre T et O. Et là, on vous demande de montrer que le mouvement de l'électron entre T et O est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, nous allons relier cette question avec la donnée dont aucune tension n'est appliquée entre T et O. Ensuite, on nous dit l'électron pénètre ensuite au point O dans le champ existant entre les deux plaques P et P' avec la vitesse Vt. Donc, cela signifie tout simplement que la vitesse en O est égale à Vt. La vitesse en O est égale à Vt. Donc, vous avez la valeur devant vous. Il quitte ce champ au point S dans l'ordonnée dans le repère OXY est égal à YS égale 2 mm. C'est une donnée importante. La distance entre les deux plaques P et P' est d'égale 1 cm. Elle est importante. Vous avez en haut la tension UP' qui est égale à 10 volts et vous avez la distance entre les deux plaques qui est de 1 cm. Alors, donnez les caractéristiques de la force électrostatique F exercée sur l'électron entre les deux plaques. Donc, nous savons qu'une force a 4 caractéristiques, il faudra les donner. Ensuite, calculer le travail de la force électrostatique F entre O et S. Et pour cela, nous aurons besoin de connaître l'expression générale du travail. C'est la relation le produit scalaire FAB, vecteur F, vecteur AB. Ensuite, on nous demande d'en déduire la variation de l'énergie potentielle électrostatique delta PE. Cela suppose que nous connaissons la relation entre le travail de la force électrostatique et la variation de delta EPE. Finalement, dans la question 5.3, on nous demande, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, de
calculer Vs. Cela suppose que l'on connaisse l'expression de l'énergie totale d'une particule chargée. Et finalement, vous avez deux données, masse de l'électron et charge électrique élémentaire petit e. Petit e, c'est la charge électrique élémentaire, c'est la charge d'un proton. La charge d'un électron, vous le savez, c'est moins e. Alors nous allons nous attaquer sans plus tarder à la solution. Pour la première question, l'électron est soumis à la force électrostatique F et à son poids que nous négligeons. Je vous renvoie au paragraphe 2 du cours. Donc nous pouvons écrire EC en T, puisque nous appliquons le théorème de l'énergie cinétique, entre K et T. Donc EC en T moins EC en K est égal au travail de la force électrostatique de K à T. C'est-à-dire 1 demi MVT au carré moins 1 demi MVK au carré est égal, l'expression générale c'est Q V A moins VB, ici Q c'est moins E, la première position c'est K, donc c'est VK moins VT. Or VK moins VT c'est tout simplement moins UTK, c'est moins UTK moins E, ça nous donne E UTK. Or, n'oubliez pas que nous avions dit que VK est égal à 0. Donc, si VK est égal à 0, il va me rester 1 demi MVT au carré est égal à EUTK. Donc, VT, c'est la racine de E de la racine, c'est racine dièle de 2EUTK sur 1. Cela pour la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de on nous demande la valeur de la tension UTK pour avoir VT égale 5930 km/s moins 1. Bon, d'après les relations précédentes, nous pouvons déduire très facilement que UTK est égal à MVT au carré sur 2E et nous trouvons UTK à peu près égal à 100 volts. Troisième question. La troisième question concerne le calcul de la variation de l'énergie potentielle électrostatique de l'électron entre K et T. Ben, cette variation, c'est tout simplement l'énergie potentielle en T moins l'énergie potentielle en K. Donc l'expression de l'énergie potentielle de manière générale, c'est QV plus C. Donc c'est moins EVT plus C, moins EVK plus C moins C. Ça donne 0. Donc il va me rester moins EVT moins VK. Or, VT moins VK, c'est tout simplement UTK. D'accord? Donc, j'obtiens delta EPE est égal à moins EUTK. Et l'application numérique nous donne moins 1,610 puissance moins 17 joules. La quatrième question, dans la quatrième question, il s'agit de montrer que le mouvement de l'électron entre T et O est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Entre T et O, la tension est nulle, donc le champ électrostatique est nul aussi. L'électron n'est donc soumis à aucune force puisque la force électrostatique est nulle. Alors pour continuer, nous allons
utiliser tout simplement le principe de l'inertie que vous avez étudié l'année dernière, c'est-à-dire dans le tronc commun. Je vous rappelle ce principe. Selon le principe d'inertie, si un corps n'est soumis à aucune force, ou s'il est soumis à un ensemble de forces telles que leur somme vectorielle est égale au vecteur nul, le centre de gravité de ce corps sera soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, le corps que nous étudions ici, c'est l'électron. Donc nous disons l'électron, nous n'allons pas parler de centre de gravité, nous allons dire électron tout simplement. Alors l'électron, au point T, il a déjà une vitesse Vt. Et entre T et O, il n'est soumis à aucune force. Donc, il va continuer son mouvement avec la vitesse Vt. Donc, ce sera un mouvement rectiligne uniforme. Donc, nous pouvons dire tout simplement, d'après le principe de l'inertie, son mouvement sera donc rectiligne et uniforme à la vitesse Vt. Donc, il va arriver au point O avec la vitesse Vt. La question suivante concerne les caractéristiques de la force électrostatique F. Alors, le champ électrostatique créé entre les deux plaques P et P' est orthogonal aux deux plaques et orienté de P vers P', de la plaque positive entre guillemets vers la plaque négative entre guillemets. L'électron portant une charge électrique négative, la force électrostatique sera orientée. Alors il manque un petit E à orienter. C'est au féminin. La force électrostatique sera orientée dans le sens inverse du vecteur champ électrostatique. C'est-à-dire F sera orienté vers le haut. Donc nous pouvons donc donner les caractéristiques de la force F. Le point d'application, c'est l'électron. La droite d'action, c'est la droite perpendiculaire aux deux plaques. Le sens, c'est de P' vers P, d'accord, puisque E est dirigé de P vers P' et que la charge est négative, donc F sera dirigé, orienté dans le sens inverse. Pour l'intensité, nous utilisons la relation générale F égale QE. Ici, c'est EE. Mais nous devons nous rappeler que E égale UP' sur D. Donc finalement, F égale E, petit e, UPP' divisé par D. Nous obtenons donc 1,6 10 puissance moins 16 newtons. Voilà les caractéristiques de la force électrostatique. Nous passons à la question suivante, la question 5.2, où on nous demande de calculer le travail de la force électrostatique entre O et S. Et pour cela, nous utilisons l'expression générale du travail pour une force constante, c'est le produit scalaire F AB, vecteur F fois vecteur AB. Ici, c'est le vecteur F, produit scalaire vecteur F fois vecteur OS, puisque l'électron se déplace du point O vers le point S. Pour cela, il faut que l'on connaisse les coordonnées de F et les coordonnées de OS. Alors, F étant perpendiculaire à l'axe OX, sa composante suivant l'axe OX sera 0. Et puisqu'elle est parallèle et de même sens que l'axe OY, sa composante suivant l'axe OY sera F. Donc les coordonnées de F seront 0, F. Les coordonnées du vecteur F, c'est 0, F. Pour le vecteur OS, c'est très simple, c'est XS moins XO, YS moins YO. Et XO et YO sont nuls tous les deux.
Donc finalement, OS c'est XS, YS. Le produit scalaire sera donc 0 fois XS plus F fois YS, c'est-à-dire finalement FYS. C'est-à-dire que le travail sera égal à FYS, et numériquement c'est 3,2 10 puissance moins 19 joules. Or, nous savons que delta EPE, c'est l'opposé du travail de la force électrostatique. Donc, delta EPE, c'est moins 3,2 10 puissance moins 19 joules. Ça, c'était la deuxième partie de la question 5.2. Puisqu'on nous demandait aussi de déduire la variation de l'énergie potentielle électrostatique delta EPE. Il nous reste une dernière question, c'est la question 5.3. En utilisant la conservation de l'énergie totale de l'électron, calculer la vitesse en S. Ce que nous avons noté Vs. D'accord? Alors, l'énergie totale se conserve. Cela signifie que l'énergie totale en O est égale à l'énergie totale en S. Alors, on va écrire cette relation, mais en explicitant ces énergies, c'est-à-dire EC plus EPE. Donc nous avons l'énergie cinétique en O plus EPE en O égale l'énergie cinétique en S plus EPE en S. C'est-à-dire 1 demi MVT au carré plus EPE O égale 1 demi MVS plus au carré plus EPE S. Je vais rassembler les 1 demi MV au carré du même côté, les énergies potentielles de l'autre. Ça va me donner 1 demi MVS au carré moins 1 demi MVT au carré est égal à EPE en O moins EPE en S. C'est-à-dire finalement que 1 demi MVS, je factorise par 1 demi M, 1 demi facteur de VS au carré moins VT au carré est égal à moins delta EP. Un simple calcul me permet d'obtenir Vs qui sera égal à racine carrée de Vt au carré moins 2 delta EPE sur 1. Et l'application numérique nous donnera Vs égale 5000 pardon. Vs nous donnera finalement 5989 km par seconde. Attention aux unités. D'accord? Dans vos calculs, il faut prendre les vitesses en mètres par seconde et après vous pouvez les exprimer en kilomètres par seconde. Il n'y a pas de problème. Voilà, ceci termine cette vidéo consacrée à l'énergie potentielle électrostatique. J'espère que vous allez en tirer profit et que cela vous aidera dans votre cursus scolaire. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres cours. Au revoir.